BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit betterhelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Touchdown Actu consacré à la draft NFL 2025. Un jour, une pastille consacrée au débrief de la draft de votre équipe, sans doute. Et vous serez très intéressé aujourd'hui, si vous suivez de près, les Las Vegas Raiders avec notamment du running back, du lineman, enfin voilà. Pour la première draft de Pete Carroll, du côté du Nevada. On s'est fait plaisir du côté de Las Vegas et ça va nous laisser l'occasion d'analyser ces différents choix, de savoir quels ont été ceux qui ont été les plus pertinents selon nous, ceux qui peuvent un petit peu laisser sur notre fin, tout ça en compagnie de Cyprien Delmas qui est avec moi. Salut Cyprien. Salut Greg, et oui, on va savoir si à Sin City les péchés ont été capitaux. Exactement. A-t-on eu un péché d'orgueil du côté des Raiders? C'est ce qu'on va savoir, notamment avec ce premier tour de draft et ce sixième choix où Ashton Jeanty, running back de Boise State, a rejoint la franchise du Trou Noir. Le deuxième tour, on a vu les Raiders sélectionner Jack Bech, receveur tight end, diront certains, de TCU. Troisième tour, on a également Darien Porter, cornerback d'Iowa State, Caleb Rogers, tackle de Texas Tech, et Charles Grant, tackle de William & Mary, programme de deuxième division universitaire. Et il y a beaucoup de choix compensatoires, notamment dans l'escarcelle, celui de Charles Grant en l'occurrence. Au quatrième tour, on a Dante Thornton, receveur de Tennessee, ainsi que Tonka Hemingway, defensive tackle de South Carolina. Et puis ensuite, il a fallu attendre le sixième tour pour voir Gigi Pigues, defensive tackle d'Ole Miss, Tony Mellott, quarterback receveur, de ce que j'ai vu passer, de Montana State, et Cam Miller, quarterback de North Dakota State. Et on a terminé en septième tour avec Cody Lindenberg, le linebacker run-stopper de Minnesota. Donc ça fait quand même pas mal de choix de draft sur le papier, Cyprien. 11, si je sais encore compter, fébrilement en revérifiant. J'ai fait littéraire, je le répète semaine après semaine. Qu'est-ce qui te plaît le plus, Cyprien, dans cette draft, cette première draft de l'ère Pete Carroll du côté de Vegas? Alors, la première chose qui me plaît, c'est le nombre de pics. Il y en a 11. Alors, ça peut paraître rien du tout, mais en fait, c'est une équipe qui a besoin de talent. Et à la draft, plus tu fais de pics, plus tu as de choix, on va franciser la chose, plus tu as de chances de tomber sur un talent. Même en le prenant au sixième, au septième tour, ben, plus t'en fais, plus t'as de chance. C'est logique, c'est des maths, même si t'aimes pas ça, Greg. Donc ça, j'aime bien déjà. Maintenant, si je regarde tous ces choix-là, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que je les catégoriserais de bons? Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Darien Porter. Donc pris en 68e position, cornerback d'Iowa State. Pourquoi j'aime bien? Parce que, alors je l'avais dit en live déjà, mais c'est un choix typiquement Pete Carroll. Moi, ça me fait penser à Tariq Woolen, qu'il avait pris un grand cornerback longiligne qu'il a transformé en super cornerback en NFL. Ça me fait penser à Richard Sherman, un grand cornerback longiligne qu'il a transformé en super cornerback en NFL. Donc, pourquoi pas Darien Porter dans ce rôle-là que Pete Carroll affectionne. C'est un ancien receveur, Darien Porter. Il a des excellents instincts. Il apporte aussi cette faculté à rattraper le ballon, bien sûr, et à créer des turnovers, des changements de possession. C'est intéressant. Moi, j'aime bien, surtout que la position, elle est à besoin, parce que Stokes, Eric Stokes et Jacqueline Bennett, qui sont les titulaires actuels, bon, c'est pas des foudres de guerre non plus. Après, Porter, ça reste un projet à moyen long terme. Il sera Hmm. sûrement pas titulaire en année 1.
Bah, c'est un peu la problématique. Alors, je vais pas rentrer dans les points faibles directement, mais c'est vrai que j'aurais peut-être un petit bémol, en l'occurrence sur Darian Porter. Et tu le disais, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont dû être faits avec énormément de besoins du côté de cet effectif des Raiders. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, avec les décisions qui ont été prises, on s'attendait peut-être à avoir un profil corner numéro un sur le papier, parce qu'en effet, Eric Stokes, c'est pas vraiment le statut auquel il aspirait du côté des Packers. J'ai pas la certitude que ce soit le choix du côté, que ce soit la même, une chose différente, je vais y arriver du côté de Las Vegas. Donc on part sur le papier sur Jacorian Bennett et des Camerion Richardson, a priori. Vends-moi du rêve, Mm. hein. Je sais qu'on court beaucoup, hein, par exemple, chez les Chargers pour ne citer que, mais bon, va quand même falloir être un peu plus dissuasif dans le domaine aérien. Donc des choix ont été faits et c'est sûr que forcément on a priorisé d'autres positions peut-être un peu plus premium en attaque. Et c'est peut-être là-dessus, du coup, je mettrai un petit peu l'emphase. Alors, je sais que ils ont même réussi à convaincre Jean-Mi qu'à un moment donné, running back, c'était peut-être plus intéressant qu'un autre poste premium du côté de Las Vegas. Moi, j'aime bien offensivement ce qui a été fait. Je sais pas trop ton avis là-dessus. Moi, je sais que... Alors, Jack Bess, c'est un joueur qui a une marge de progression qui est quand même extrêmement intéressante. Euh, on a clairement annoncé la couleur. On va jouer physique, hein, parce qu'on rappelle que receveur tight end, ils ont déjà un tight end qui joue comme un receveur. Bon, bah maintenant, ils vont avoir un receveur qui joue comme un tight end. Tu vas avoir Jack Bech et Brock Bauer. Bon, en gros, où va jouer l'un, où va jouer l'autre? On sait pas trop. À tout moment, ça peut switcher. Donc, en gros, on va peut-être jouer sur cet aspect-là. Ils avaient besoin, quoi qu'il arrive, d'un receveur de taille, de gabarit pour être un peu complémentaire de ce que pouvait apporter sur le papier Jacoby Myers et dans une moindre mesure Trey Tucker. Donc ça, je valide à 100%. J'ai peut-être plus de réserve sur le deuxième receveur qu'ils ont pris, mais ça, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. À moins que tu veuilles développer tout de suite. T'as l'air un peu plus sceptique sur les receveurs. C'est bien parce que du coup, sur les Raiders, on va pas du tout être d'accord. Donc au moins comme Ouais. ça, on va brosser tous les dossiers. Comment tu vois la situation sur les receveurs et sur l'attaque aérienne en règle générale? Alors je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que Jacques Bech, c'est trop semblable à Jacoby Meyers en fait, Greg. Ok. Que ce soit dans le profil physique, ils font à peu près la même taille, à peu près le même tonnage, que ce soit dans ce qu'ils apportent, c'est-à-dire des mains quand même assez fiables, les deux, mais même dans leur utilisation, parce que Jack Bech à TCU, oui, l'an dernier, c'est un tiers du temps dans le slot, deux tiers à l'extérieur. Jacoby Meyers l'an dernier aux Raiders, un tiers du temps dans le slot, deux tiers à l'extérieur. C'est pas une grosse problématique parce que tu peux les faire jouer ensemble, du coup, c'est Mhm. pas un problème fondamentalement en soi, Tu mais penses je que trouve que Bech, on les peut pas lui donner une autre responsabilité justement avec les attributs qui sont les siens? Si il va être un peu plus bloqueur aussi, comme tu l'as dit, peut-être ce côté un peu plus tight end qu'il avait eu à LSU. Mais moi, je trouve que les deux en fait sont très forts dans les zones intermédiaires aussi. Enfin, pas les zones profondes. Et tu vois, c'est le deuxième receveur que tu parlais, Dante Thornton. Lui, c'est vraiment une menace profonde. Et Mhm. j'apprécie peut-être plus ça, même si le joueur, on peut en discuter encore une fois. Je suis pas fan non plus, mais en tout cas, je trouve que c'est plus complémentaire avec ce qu'ils avaient déjà que Jack Bech et Jacoby Meyers. Maintenant, comme tu l'as dit, je déteste pas Jack Bech parce que c'est un bon joueur de foot. Voilà, ils ont pris un bon joueur de foot. Mais je suis mitigé en fait. Finalement, quand je pousse l'analyse, je suis un peu mitigé sur le choix. Alors, juste pour rester un petit peu sur les choix positifs avant qu'on développe un petit peu, encore une fois, je le disais un peu avec les Jaguars sur un précédent podcast, offensivement, de par les nombreux trous qu'il y a dans cette équipe des Raiders, en tout cas à mon humble avis, je trouve qu'il y a quand même des choix qui sont assez pertinents. Ashton Ginty, c'est toujours une question de valeur sur les running backs. On va dire, est-ce que ça vaut un top 10? Est-ce que ça vaut un top 6? En tout cas, le talent du joueur, il est indéniable. Comme pour Christian McCaffrey en son temps, par exemple, il faudra quand même voir s'il n'a pas été trop essoré par Boise State, mais en tout cas, ça apporte un backfield offensif avec vraiment de l'impact en termes de premier contact avec Ryan Mostert, en espérant que Mostert soit un peu plus en forme que ce qu'on a vu récemment. Mais en tout cas, c'est assez intéressant et je trouve que pareil, dans la même logique, on récupère. Alors, Caleb Rogers, c'est un produit un peu plus brut sur la ligne offensive en provenance de Texas Tech, mais si on avait vraiment des fulgurances assez intéressantes. Charles Grant, forcément, il y a un niveau en sortie de deuxième division universitaire où on se dit, bah, ça va demander là encore à être peaufiné. Après, il y a un bagage athlétique, si j'ose parler ainsi, qui est quand même extrêmement intéressant sur le papier. C'est un joueur qui peut jouer tackle comme garde. Donc, si on est un peu déçu parce que apporte un Alex Capa à l'intérieur, bah, on peut le mettre en concurrence. Si un Delmar Glaze
qui a été sélectionné par un ancien régime ou en tout cas pas par le head coach en place, on se dit bah tiens à droite ça fait pas l'affaire, bah on peut le tenter sur le côté droit. Ça peut être un bon swing tackle également. Enfin je sais pas ce que tu penses de ça, mais moi je trouve qu'offensivement il y a des choses qui se discutent en termes de valeur, mais sur les qualités intrinsèques des joueurs, je remettrais pas forcément ça en cause. Ouais, alors bon, sur Ashton Genty, si je peux développer un petit peu, je vais faire vite parce que t'as déjà tout dit. Le joueur, on le remet pas en question. Et puis les Raiders, ils en avaient besoin de cet aspect course qu'ils avaient pas l'an dernier. Je rigole parce que j'ai les stats devant moi, Greg. Les Raiders l'an dernier à la course, 1357 yards. Au total. Total. Hmm. Au total. C'est pas un joueur, hein, c'est au total. Bah, faut dire, Donc ils avaient Amir 32e, Abdullah et Alexander Mattison quand même, ça te passe. voilà. 32e, bien sûr, et dernière équipe. 3,6 yards par course. 32e et dernière équipe. Seulement 4 courses de 20 yards ou plus. Hmm. Oui, on peut pas dire C'est qu'ils aient pas ridicule. considéré un besoin, ça c'est clair et net. Exactement. Après, on pouvait se demander effectivement est-ce que c'est de la faute de la ligne offensive ou des running backs. Non, non, c'est bien de la faute des running backs. Ils étaient vraiment pas bons. Mattison, c'est moins 77 yards par rapport à ce qui était attendu. Donc voilà, c'est des statistiques avancées, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc Genty, ben, record NCAA pour les yards à la course, bien sûr. 29 touchdowns, 152 plaquages cassés. Voilà. On va pas remettre ça en question. Maintenant, tu l'as dit, la valeur du choix. On peut toujours en discuter. Moi, ça me gêne peut-être plus que toi. Voilà, dans ma philosophie de Oui, oui, draft. oui. Ce qui me gêne beaucoup plus, c'est quand même le double pick, le double choix sur la ligne offensive qui a été fait successivement avec Rodgers, puis Charles Grant. Pourquoi ça me gêne un peu? Parce que tu aurais pu en prendre que un des deux. Je comprends aussi que tu veuilles en prendre deux pour t'assurer quelque chose, un développement peut-être, mais il y avait aussi besoin fondamentalement d'un edge rusher numéro 2 ou en tout cas à développer avec Max Crosby ou d'un linebacker. Je pense que c'était euh, parfaitement la range. Alors pardon, j'ai pas le mot en français. Ah, désolé, Greg. Le C'était secteur, pas l'endroit ouais, où il serait susceptible d'être pris, ouais. voilà. Exactement, en tant que linebacker, parce que là, pour l'instant, c'est que des seconds couteaux en linebacker, et ça me gêne vraiment beaucoup. Faut aider Max Crosby avant tout. J'aurais bien aimé aider Max Crosby, qui est un excellent joueur, mais qui peut pas tout faire pour cette équipe. Sachant qu'en plus, il y avait du Jack Sawyer ou du CJ West, qui en défense contre la course aurait grandement aidé cette équipe. Bah, c'est vrai que ça m'amène un petit peu en effet au bémol. Alors on a bien compris qu'à peu près t'étais pas un fan inconditionnel de l'escouade de Ross Sauber. C'est pour ça que je mets un peu le bémol notamment sur l'attaque aérienne. On va dire si on fait un petit point. Donc si je résume, l'attaque aérienne nous déçoit. Enfin l'attaque aérienne nous convient un peu, à l'exception peut-être du double choix de lineman offensif et du profil des receveurs. Je pense qu'on est à peu près Voilà. d'accord. La valeur d'Ashton Ginty, ça on est d'accord que c'est encore autre chose qui s'ajoute, mais on remet pas en question la qualité du joueur. C'est vrai qu'il y a d'autres choix. Alors je parlais de Darian Porter tout à l'heure. Là encore défensivement, alors je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur le statut de corner numéro un. C'est vrai que les squads de linebacker sur le papier, on part de loin, hein. Encore une fois, on va pas s'avancer sur les previews. J'ai adoré Devin White en son temps, mais il a l'air quand même un petit peu rincé, même s'il connaît très très bien Tom Brady, qui maintenant a ses accès du côté de Las Vegas, et il connaît également le nouveau general manager. Donc j'ai oublié le nom, bien entendu, c'est Monsieur John Spitek. Donc c'est sûr que là, en effet, on part un peu en terre inconnue là. On sait pas trop exactement où on va, et sur le run stop, on a intérêt à être très très performant parce que je sais qu'il y a un an, on a signé Christian Wilkins, mais on s'expose quand même à de très gros risques avec un backfield défensif un peu expérimental sur la couverture et un poste de linebacker qui peut être un peu friable sur le run stop. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Je veux bien que Geno Smith potentiellement est surpris de par sa production du côté de Seattle, mais si comme chez les Seahawks ces derniers mois, il faut qu'il marque 50 points à chaque match pour être sûr que son équipe s'impose, ça peut être un peu problématique. Donc c'est vrai que là, j'aurais tendance à rester un petit peu sur ma faim, même si, tout comme toi, j'aime beaucoup la perspective de ce que peut apporter Darian Porter, mais je pense que ça va pas se faire en un claquement de doigts et qu'il y a encore des choses très très brutes. Il a qu'une année vraiment d'apprentissage en tant que titulaire du côté d'Iowa State. Je te laisse reprendre. Ouais, enfin, je suis interrogé par cette stratégie globale en fait des Raiders. J'ai l'impression qu'ils font des choix pour être prêts sur le court moyen terme, des choix plutôt à la free agency avec et avec les échanges, avec Geno Smith et tout ce qui s'est passé, etc. Mais là, à cette draft, j'ai l'impression qu'ils font plutôt des choix à l'inverse, sur le long terme plutôt, avec Darian Porter, avec Rodgers, avec Grant, qui sont des profils à développer. Ça me laisse un peu pantois, effectivement, On se cette doute bien qu'avec Pete double Carroll, il va stratégie. rester 12 ans à peu près du côté des Raiders, donc c'est Oui. important de préparer le long terme, je suis d'accord avec toi.
Non, mais c'est discutable. Après, voilà, ça fait partie de. On a adopté à peu près la même stratégie que les Seahawks, hein. On s'est focalisé sur un secteur du ballon et l'autre secteur, on se dit bon bah écoute. Après, Pete Carroll sur le papier est censé être un coordinateur défensif, hein, donc peut-être que il se dit avec Patrick Graham qui est déjà dans les murs, peut-être que ça va continuer à se développer un petit peu. C'est ce qu'on souhaite aux Raiders encore une fois, mais c'est vrai qu'il y a quelques drapeaux rouges comme on dit en francisant un petit peu le terme, qui inquiète un petit peu. Du coup, si on mélange un peu tout ça, qu'est-ce qui sort globalement de la boîte? Quelle note tu attribues aux Raiders sur cette draft 2025? Je suis entre deux eaux, mais j'ai envie quand même de mettre un petit avertissement. Ce sera un 4 sur 10 pour moi, Greg. Il y a du bien, il y a du bon, mais il y a quand même beaucoup de questions et d'interrogations de mon côté. Et puis, je peux pas omettre ce running back au tour 1, même si c'est Ashton Genty. Donc voilà, 4 sur 10. C'est Très pas bien, nul, c'est pas non plus la panacée. tout à fait. Bah écoute, du coup, en comment dire, en amateur BA de la draft qui n'aime pas donner des mauvaises notes, j'ai mis un tout petit peu plus que toi. Comme pour les Jaguars, j'ai mis 5 sur 10. Voilà, j'ai mis la moyenne par rapport à ce que tu disais. Des choses intéressantes mais perfectibles, des choses décevantes mais pas non plus catastrophiques, en tout cas qui interrogent. Donc c'est sûr que ça m'amène forcément à partir sur une note un peu plus relative. Surtout qu'il y avait pas mal de choix qui ont été lâchés en cours de route, hein. Il y avait un deuxième tour qui était envoyé du côté de Miami et du côté de Houston. On a été très très mobile du côté de Las Vegas durant cette draft. Et du coup, tu l'as dit, on a préféré accumuler des choix. Parce que c'était la bonne stratégie dans un premier temps, surtout dans une AFC West, pardon, qui va être assez énergivore. Rien n'est moins sûr. Ça peut être clairement mieux et ce sera pas difficile que ce qu'on a vu l'année dernière. Maintenant, ça peut aussi s'enliser très très rapidement et on peut très vite préparer l'exercice 2026. C'est ce qu'on attendra de voir au cours des prochains mois. Merci en tout cas Cyprien d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast consacré aux Raiders. On se retrouve prochainement pour un autre chantier, hein, celui des New York Jets notamment. D'ici là, restez bien connectés sur touchdownactu.com pour toute l'actualité liée à la Grande Ligue. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming et de téléchargement tous les podcasts quotidiens consacrés au débrief post-draft équipe par équipe. À très bientôt sur Touchdown Actu. Salut à tous. This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today. With HubSpot's suite of AI-powered tools, you can get more done way faster. Speed up your lead generation and create attention-grabbing, lead-driving, quota-crushing campaigns in an instant. Get started today at HubSpot.com/AI.